Quel outil pour maîtriser l'inflation? Apparemment, c'est un sujet qui intéresse, qui est apparemment d'actualité. Vaste sujet opérationnel, comme je disais. Nous allons en discuter avec nos invités qui ne sont pas au complet, mais le troisième va nous rejoindre. Pauline Auster. Bonjour Pauline. Bonjour. Brice Condat de Impulse. Bonjour. Bonjour Brice. Et on attend Jonathan Jablonski qui devrait pas tarder à arriver. Il était un peu coincé dans la circulation. Alors, on va commencer par Pauline. Pauline, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta fonction chez Accor? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis directrice des opérations en management. Je pilote une vingtaine d'hôtels sur Paris, alors l'Est parisien et aussi la Défense. Donc, moi, mon job, c'est un peu d'être le chef d'orchestre des opérations, accompagner le directeur pour le compte de propriétaires qui disposent d'hôtels et de faire au mieux pour exploiter au quotidien leurs établissements et valoriser leurs assets. Le propriétaire confie la gestion des opérations à une directrice d'opération comme moi et attend une rentabilité optimisée de leur établissement. L'inflation concerne aussi bien les hôtels que les hôtels-restaurants? Alors tout à fait. Dans mon périmètre, on a des hôtels bureaux, ce qu'on appelle bureaux, donc sans restaurant, mais j'ai aussi des hôtels avec rooftop, des hôtels avec restaurant, une grosse partie aussi de MICE, donc sur lesquels il faut aussi travailler une offre de restauration. Donc l'inflation, c'est effectivement un sujet de préoccupation aujourd'hui, et pour les propriétaires aussi, parce que ça challenge bien évidemment l'optimisation de leurs assets. Ce que tu appelles les propriétaires, c'est tes franchisés, c'est ça? Alors, ce n'est pas des franchisés, c'est différentes typologies de propriétaires de fonds de commerce ou de fonds et murs, mais qui ne veulent pas s'occuper de la gestion quotidienne. D'accord. Le franchisé va acheter une marque et exploiter lui-même l'hôtel et ou ses équipes. Le propriétaire manager va décider de confier toute la gestion à un opérateur comme Accor. Très bien. Brice, tu peux nous parler de Impulse? Qu'est-ce que vous faites chez Impulse? Oui, alors moi c'est Brice, je suis cofondateur et président de la société Impulse. Alors Impulse, c'est la première solution d'IA qui met le food cost, donc le coût matière des chaînes de restaurants sur autopilote. On a créé la société il y a un peu plus de 4 ans et demi avec mon associé Valentin Pignolet. C'est vrai qu'on a un profil assez original dans le secteur de la restauration parce qu'on est ingénieur, donc on a étudié les mathématiques appliquées et notamment bien sûr le développement informatique à l'École Centrale Paris. C'est là que j'ai rencontré mon associé. Et quand on a découvert tout simplement l'industrie de la restauration, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de process qui étaient encore gérés de façon un petit peu archaïque, c'est-à-dire du papier, des stylos, quelques fichiers Excel et aussi beaucoup d'intuition. Et donc on s'est dit qu'il fallait changer tout ça, offrir une expérience simple et intuitive pour les opérateurs, afin qu'ils puissent passer leurs commandes de façon juste, faire leurs inventaires. Et ça, on le fait en automatisant l'ensemble de ces tâches grâce à l'IA, notamment avec des forecasts, donc des prévisions de vente et des recommandations de commandes automatiques. Et en même temps, fournir un outil extrêmement puissant, donc la data, avec l'IA, et qui permet aussi de pouvoir lire les indicateurs clés d'activité. Marge brute en temps réel ou encore les écarts de conso pour le siège, donc des profils de type directeur des opérations, directeur financier et contrôle de gestion. Comme ça, on crée un cercle très vertueux entre le siège et le terrain. Impulse, aujourd'hui, c'est une société d'une 40aine de collaborateurs en forte croissance. Et on accompagne des centaines de chaînes de restaurants, comme par exemple Pitaya, Columbus, Tutti Pizza et bien d'autres. Ça fait combien de temps que ça existe, Impulse? Tu l'as dit? Oui, Impulse, ça fait 4 ans et demi que ça existe. 4 ans et demi. Exactement, donc on a commencé il y a 4 ans et demi. Ah, bonjour Jonathan. Désolé. Bonjour, ça va? Merci Brice. Bah justement, notre troisième invité vient d'arriver. On va le laisser souffler un peu. Tu peux boire un petit coup. Jonathan Jablonski. On était sur les présentations là. Est-ce que tu peux nous parler de ton groupe de restauration un peu? Attends, déjà je souffle. 1h40 de route, c'était la folie. Ah, ça c'est incroyable. J'ai dû prendre un petit feu rouge sur la fin, désolé. Tu as eu raison parce que les transports en commun, c'est pas terrible. Puis en plus, tu m'as mis la pression. Bonjour à tous. Alors, Jonathan Jablonski, je suis le fondateur du groupe Factory & Co. Donc, Factory & Co. aujourd'hui, c'est 20 restaurants en France, au national, avec un beau développement en cours, puisqu'on a 14 ouvertures qui sont prévues sur les 12 prochains mois.
Voilà, donc Factory & Co, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une offre de snacking new-yorkaise. On fait tout maison, le pain, les pâtisseries, et c'est une offre très large, puisqu'on va couvrir tous les moments de la journée, du matin jusqu'au soir. Super. Ça, c'est pour Factory & Co. On a créé l'année dernière Italian Queen. Italian Queen, la pizza napolitaine. Voilà, donc à Val d'Europe, très très beau site. Et puis quelques projets en cours pour l'année. Merci Jonathan. On ira goûter ces pizzas alors. Avec plaisir. Super. Avant de discuter, je voudrais vous donner quelques chiffres sur l'inflation, parce qu'il y en a partout, un peu dans tous les sens. J'ai essayé de vous amener un peu les derniers chiffres et ce qu'on sait exactement sur l'inflation. L'énergie, par exemple, plus 20% entre 21 et 22, c'est quand même pas rien. Et on nous dit, l'État nous dit qu'elle aurait été de 50% s'il n'y avait pas eu le bouclier. On va les croire. Maintenant, les matières premières. La hausse a démarré depuis la réouverture des restaurants, rappelez-vous, en mai 2021. On a réouvert en mai 2021. Ça va faire presque 2 ans. Entre mai 21 et septembre 2022, c'est plus 25% contre 4,4% entre 19 et 21. On note des écarts évidemment significatifs, plus 3% sur les boissons, 30% sur le steak haché, 160% sur certaines huiles, pas sur toutes les huiles, sur certaines huiles. Et je ne parle pas des emballages qui concernent la restauration rapide, enfin qui concernaient, puisque maintenant en surplace, il faut passer en dur ou en réutilisable, qui ont pris 25% entre 21 et 22 et 17% depuis janvier 2023. Et ce matin, j'ai lu un article très intéressant de LSA qui est revenu sur les 10 dernières années de l'inflation, et apparemment, sur les 10 dernières années, l'inflation s'est élevée à 13%. Donc on s'est à se demander si en fin de compte ce qu'on vit là n'est pas tout simplement un rattrapage, parce que 13% sur 10 ans, franchement, l'inflation a été plutôt faible, et 7% sur les marques nationales. Alors quand on entend tous ces chiffres-là, moi j'ai une première question à vous poser. Pauline, Jonathan, les exploitants, comment on fait pour gérer ça au quotidien, Pauline ? Alors comment on fait si Accor avait la recette miracle, je pense qu'on en aurait beaucoup communiqué. En tout cas, on a les outils pour optimiser au maximum et maîtriser au mieux ces effets d'inflation et la gestion de nos coûts. Ça passe par trois items. La première, ça va être les achats. Nous, contrairement à un hôtelier ou un restaurateur dépendant, on a une force de frappe avec les achats qui est extrêmement importante, puisqu'ils vont négocier pour 5400 hôtels, dont la plupart ont des restaurants, des bars, mais font à minima du petit déjeuner. Donc déjà, on a créé une plateforme qui s'appelle Astor. Et Astor, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi gros, enfin c'est même plus gros que Amazon B2B. Donc c'est une plateforme qui est gigantesque et sur laquelle on a de nombreux acheteurs qui vont négocier au mieux l'énergie, vous en parliez tout à l'heure, la marchandise consommée et tous les items qui vont être utilisés dans nos établissements. Et quand on négocie pour 5400 hôtels, ce n'est pas la même chose que quand on négocie pour 1 ou 2 hôtels. Donc déjà, nos hôteliers, qu'ils soient franchisés ou managés, ont accès à cette plateforme et vont pouvoir bénéficier des meilleures négociations de coûts et donc forcément maîtriser au mieux aussi ces leviers d'inflation. Cette plateforme, elle va aussi permettre à nos hôteliers de pouvoir ajuster au mieux leurs recettes dans nos restaurants. De la manière où vous avez à un instant T, le cabillaud qui va prendre, on va dire, 30% à moins, et ben vous allez pouvoir le remplacer par un autre poisson et maintenir votre recette, mais avec différents éléments, ce qui va vous permettre d'optimiser au mieux les coûts. Donc ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est des outils digitaux. On a mis en place un certain nombre d'outils comme Bison qui vont nous permettre de travailler le stockage, qui vont nous permettre de créer des fiches techniques, de déstocker, d'optimiser au mieux la marchandise consommée et de suivre des KPI très précis. Et on est aussi également en train de travailler sur des forecasts, en tout cas sur des tests de forecast, etc. Donc ça, on a les achats et la force de frappe, le digital qui va nous accompagner dans le pilotage quotidien. Et on a aussi des experts en interne. Quand vous prenez un contrat Accor, vous avez accès à toute cette expertise de directeurs de F&B qui vont travailler
aller chercher l'information, la dernière information, accompagner chaque directeur d'hôtel et chaque F&B manager dans les établissements sur l'optimisation de tous ces coûts-là, sur le travail des recettes, sur l'ajustement de l'offre client. Et en fait, vous avez un trio qui vous permettent tout simplement d'optimiser au mieux les coûts et de maîtriser les effets de marge de la manière la plus fine possible. Donc si je résume, la gestion de la carte, c'est soit on supprime une référence, soit on ajoute une nouvelle référence, soit on modifie la recette d'une référence. C'est les 3 possibilités qu'on a aujourd'hui. Alors, on a cette possibilité-là, ou on la maintient en potentiellement ajustant parfois le prix. Et quand on ajuste le prix, il faut juste savoir qu'avant le Covid, il y avait déjà 50% de nos clients qui estimaient que l'hôtellerie était trop chère. Donc il y a toujours un effet de... on ne peut pas trop s'amuser avec les prix. On les a réajustés parce que, comme vous l'avez expliqué, 13% d'inflation, en fait, c'est un rattrapage aussi de ce qui s'est passé pendant les années Covid, que ce soit sur l'hôtellerie que sur la partie restauration. Mais ce n'est pas le premier levier qu'il faut actionner parce qu'encore une fois, votre client derrière, il subit aussi dans son quotidien et dans sa vie de consommateur toute l'inflation au quotidien. Donc on a vraiment une vigilance à avoir là-dessus, mais évidemment qu'il y a eu également un rattrapage sur les prix pratiqués. Donc il ne faut pas répercuter systématiquement, c'est ça? Il ne faut pas répercuter systématiquement, il faut utiliser tous les leviers qu'on a pour que le client ne soit pas systématiquement pénalisé. Donc si je dois prendre, c'est une planche sur un ballon, quoi. Il faut bien travailler l'équilibre et bien mettre la barre au milieu et travailler une expérience client qui soit optimale et trouver des nouveaux leviers de chiffre d'affaires pour ne pas matraquer le client en termes de prix. Alors toi, Jonathan, tu n'as pas la taille du groupe Accor. Non, malheureusement. Comment tu fais? On fait différemment, mais on fait un peu pareil. C'est-à-dire que sur les 3 leviers, enfin sur les 3 hausses de prix différentes qu'on a eues dernièrement, c'est les achats, c'est l'énergie et il y a aussi les salaires. Sur les achats, c'est la bataille au jour le jour. Tous les jours, on a des augmentations de prix. Tous les jours, on regarde les lignes. On renégocie avec nos fournisseurs. Et puis, on n'a pas les volumes d'accord, mais on a quand même des volumes. Et ça nous permet quand même, entre les volumes actuels et les volumes à venir, à pouvoir avoir du poids finalement et négocier nos prix. On a aussi également pas mal d'outils qui nous permettent de suivre les KPI. Et effectivement, on a un peu plus l'œil sur les fiches techniques, c'est-à-dire que dans la réalisation dans les restaurants, c'est super important d'avoir un bon contrôle de gestion en place et de s'assurer, quand on dit que c'est 2 tranches de fromage sur le burger, c'est pas 3, c'est pas 4, on fait attention aux pertes, etc. Donc ça, c'est sur la partie achat, on est très attentif. Après, sur la partie énergie, ça c'est le plus... Finalement, personne n'a jamais fait attention à l'énergie jusqu'à l'augmentation des prix de l'énergie. Aujourd'hui, on fait très attention. Quand on arrive le matin, ça nous est arrivé, je ne sais pas combien de fois, d'avoir les 4 feux du grill allumés, les 3 friteuses à 9h le matin, alors que le service commence à 11h. Et les directeurs aujourd'hui sont vraiment très regardants sur la consommation dans les restaurants. On a baissé quasiment de 30% la consommation énergétique. Alors oui, il y a les hausses de prix d'un côté, mais si on baisse et qu'on fait attention, les enseignes, elles ne sont pas ouvertes toute la journée, on fait attention, ça fait des centaines de milliers de kilowatts économisés chaque année. Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, le personnel, on ne peut pas faire autrement que de les augmenter. De toute façon, voilà, donc ce qu'il faut, c'est que ce soit du win-win. On a augmenté les prix, bien évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais on n'a pas augmenté juste les prix, c'est-à-dire qu'on a augmenté l'expérience. Là, aujourd'hui, on travaille sur une nouvelle version de Factory & Co qui devient un sports bar, avec un service à table, avec des vraies assiettes, avec des vrais couverts, avec une expérience. Et finalement, le client aura une augmentation de prix, mais une vraie augmentation, une amélioration de l'expérience. Donc ce n'est pas juste une augmentation du prix, c'est l'expérience qui est avant tout récompensée pour le client. C'est la chasse au coût, en fait, quotidiennement. Oui, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Avant, c'était une chasse au développement. Aujourd'hui, on a en plus une chasse au coût qui est très importante et on ne peut pas passer à côté. Et finalement, c'est pas plus mal. Ça évite le gaspillage. On a un peu RSE en plus par-dessus tout. En plus, oui. Brice, avec Impulse, mais comment tu peux les aider, toi, en fait? Alors, comme on aide les restaurateurs, justement, nous, on est en plein dans le sujet. Donc, il y a 4 ans et demi, on a créé Impulse. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'inflation agit un peu comme un bleu de méthylène. En tout cas sur la nécessité d'avoir une gestion en tout cas automatisée du coût matière et la gestion de stock. Nous, on les aide de façon très très simple. On a créé la solution vraiment main dans la main avec les restaurateurs en s'attachant vraiment à apporter de l'innovation. Donc main dans la main, ça veut dire faire des choses extrêmement simples.
Sur le terrain, on permet aux opérateurs de pouvoir passer la juste commande, c'est-à-dire une commande qui ne va pas entraîner surstockage et donc des pertes, typiquement lorsqu'on commande par exemple trop de saumon, si on doit le jeter à la fin de la journée, ou éviter simplement la rupture. Et ça, on le fait comment? On le fait en automatisant cette partie. Donc on a créé des algorithmes qui vont faire des forecasts de façon quotidienne pour chaque année point de vente sur le chiffre d'affaires, produit par produit, et donc des forecasts de consommation en matières premières. Ça permet en fait de pouvoir donner des indicateurs clés sur la feuille de réapprovisionnement et sur la commande à passer à des managers qui sont expérimentés, mais bien souvent en fait on constate qu'aussi dans le contexte actuel qu'on a un turnover assez important. Donc il faut pouvoir avoir la même qualité de commande auprès de ses fournisseurs, quels que soient les nouveaux opérateurs qui intègrent l'équipe. Et donc le fait d'automatiser toute cette partie commande permet en fait d'homogénéiser l'ensemble des process de commandes sur le réseau et garantir du coup des commandes justes et un meilleur coût matière. Ensuite, ce sont des actions qui sont extrêmement simples, comme par exemple faire ses inventaires. Faire ses inventaires, c'est quelque chose qui paraît assez classique, mais il faut savoir que ça pose quand même pas mal de problèmes à très nombreux réseaux. Donc on a voulu créer une expérience hyper simple et intuitive pour permettre aux personnes sur le terrain de pouvoir faire des inventaires déjà tous les mois, mais aussi de façon plus régulière. Et donc, nos clients définissent ce qu'on appelle des ingrédients stratégiques, par exemple le top 10 références qui va représenter 80% du coût matière. Et grâce à notre module de gestion d'inventaire qui est hyper simple et intuitif, ils vont pouvoir tout simplement faire des inventaires réguliers sur ces top 10 ingrédients toutes les semaines ou parfois tous les jours. Ça permet d'avoir une data qui va ensuite remonter en centrale, qui va permettre de pouvoir mieux contrôler notamment le coût matière et les écarts de conso. Donc voilà, une expérience hyper simple sur le terrain pour pouvoir donner les outils qui permettent aux opérateurs d'être précis et vraiment d'avoir l'impression de maîtriser justement ce coût matière. Et après pour le siège, on est sur tout simplement du reporting, simple en apparence mais extrêmement puissant. On va pouvoir contrôler ces écarts de consommation entre consommation théorique et consommation réelle en temps réel, directement dans l'application pour toutes les catégories de produits et pour tous les produits sur toutes les plages de temps. Ça, c'est extrêmement précieux. Comme ça, quand on va faire par exemple un inventaire de façon hebdomadaire, on va pouvoir contrôler son coût matière sur le saumon de façon hebdomadaire et ses écarts de conso. Ça a permis à nos clients de gagner des points de marge. Je pense par exemple à un de nos clients, Tutti Pizza, qui est un réseau de franchise d'une centaine de points de vente, qui a gagné 2 points de marge sur son coût matière dans un contexte d'inflation. Et juste sur le saumon, non? Non, pas sur le saumon, sur les mentales. Sur les mentales pour le coup. Les mentales dont le prix a été multiplié par 2. Ils se sont rendus compte simplement en suivant bien les écarts de conso que de très nombreux pizzaiolos avaient la main lourde, je pense pour le plus grand bonheur des clients, mais un peu moins pour leur PNL. Et donc ça leur a permis de gagner quand même 2 points de marge, ce qui est extrêmement important. Donc voilà, dimension très terrain, on facilite la vie des opérateurs et ensuite on permet directement au contrôle de gestion de pouvoir faire des analyses extrêmement précises et puissantes pour pouvoir mettre en place des contre-mesures et aussi surtout accompagner les opérateurs sur le terrain. Impulse utilise l'intelligence artificielle? Exactement. Intelligence artificielle, alors voilà, c'est un gros mot en général, mais intelligence artificielle, ça veut dire quoi? C'est tout simplement un ensemble d'algorithmes, donc des calculs qui sont effectués et qui permettent d'automatiser des tâches. Chez nous, intelligence artificielle, ça veut dire automatiser on va dire, le quotidien des opérateurs. Donc ça va être des algorithmes notamment de prévision des ventes, des algorithmes de recommandation de commandes, des algorithmes qui vont permettre en fait, de pouvoir prévoir les différents niveaux de stock. Et donc, l'outil, c'est vraiment un outil d'aide à la décision. On va pouvoir faire ces actions classiques, mais tout simplement comme un second collègue qui va fournir des suggestions. Je prends souvent en fait l'exemple du BlackBerry et de l'iPhone. On a le BlackBerry qui a plein de fonctionnalités, on a l'iPhone qui est hyper simple et intuitif. Et quand on fait une faute de frappe, il nous suggère de façon extrêmement subtile de pouvoir corriger notre erreur, d'améliorer notre orthographe. Pour Impulse, c'est la même chose. On va passer une commande et on va suggérer la commande la plus juste de façon extrêmement smooth, de telle façon à ce que même un opérateur qui n'a pas un background de gestion extrêmement élevé
puissent être extrêmement performants. C'est ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on permet aux chaînes de restaurants de toute taille de pouvoir tout simplement avoir une réelle performance dans leur gestion. Attention, parce que chez Apple, quand tu habitues ton iPhone à faire des fautes d'orthographe, il te propose toujours la même faute d'orthographe. Exactement. Mais nous, du coup, on se base sur la donnée historique. C'est un très bon point. On se base sur la donnée historique de vente réelle et non pas sur les erreurs qui ont été effectuées, par exemple, au niveau des commandes. C'est qu'on reprend toujours le réel, en tout cas dans le passé, qu'on analyse en couplant ces données de vente avec, par exemple, des datas extérieures comme des événements sportifs, la météo ou encore des données calendaires. Et l'outil en fait refait ses forecasts, refait ses prévisions, refait ses prévisions voilà, tous les jours pour les 15 jours ou les 3 semaines à venir. Donc voilà, on ne se base pas sur les erreurs des opérateurs. Tu fais rentrer d'autres données quand même, les stocks, les ventes. Oui, exactement. Alors en fait, tout découle bien sûr du forecast qui est chaîné, bien sûr avec cette prévision de vente par produit et cette prévision de vente par ingrédient. Et après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un calcul de stock théorique qui permet à l'outil en fait ensuite de faire des recommandations. Donc voilà, on a dit un ensemble de calculs qui est effectué pour faire les prévisions et les recommandations. Mais ce qui est important, c'est que nous, on travaille de façon locale. C'est-à-dire que sur un réseau, on va dire un point de vente à Lille ou un point de vente à Strasbourg ne va pas réagir de la même façon. On ne va pas avoir, par exemple, le même impact sur le profil des ventes, par exemple pour un événement type match de foot. Et les forecasts se font bien sûr par point de vente de façon extrêmement locale grâce à l'outil d'IA. Pauline, Impulse via Brice nous parle de résultats obtenus, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu peux nous dire concrètement des résultats que tu obtiens avec les méthodes dont tu nous as parlé tout à l'heure? Quand tu dis concrètement, tu veux des points de marge, c'est ça? Par exemple. Là, ça va dépendre de la typologie de restaurant que tu as, ça va dépendre de l'offre que tu as. Mais globalement, dans mes établissements, quand tu es en dessous d'un 25 points de marge, c'est pas satisfaisant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de nos hôtels, on a, selon la construction du contrat de management, des loyers aussi à payer et qui peuvent se situer sur des niveaux entre 15 et 25%. Donc à chaque fois que j'ai une marge à 25, potentiellement, je ne sors pas grand-chose pour le propriétaire. Donc nous, on a vraiment un enjeu à travailler au maximum nos marges, mais contrairement à un restaurant traditionnel, quand tu es dans un hôtel, tu vas aller chercher des segments complémentaires qui vont te permettre de travailler en volume et en chiffre d'affaires qui vont permettre d'atteindre des niveaux de marge parfois supérieurs à 30, voire supérieurs à 40. Le MICE nous aide à aller sur ces niveaux de points de marge-là. Et avec tous les outils dont on a parlé, avec alors, le revenu management, les forecasts, on les fait sur l'hôtellerie depuis très longtemps dans les hôtels. Ce que propose aujourd'hui Impulse en termes d'analyse du marché est très intéressant parce que ça va permettre de donner un nouveau levier d'optimisation de ces points de marge-là. Donc c'est très intéressant que ces nouvelles startups et ces nouvelles sociétés viennent nous accompagner aussi sur ces sujets-là. Et si on est encore plus concret, ouais. Tes hôtels arrivent à avoir des réactions quotidiennes ou hebdomadaires sur les cartes aujourd'hui? Alors, quotidienne ou hebdomadaire, oui. Mensuelle, certainement. En tout cas, c'est piloté de manière très finement. On a des contrôleurs de gestion, on a les outils pour. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de challenger nos directeurs, de leur donner les moyens et de faire travailler toutes les équipes F&B pour être le plus réactif possible parce qu'aujourd'hui, un mois raté est un mois à rattraper sur les mois à venir. Donc c'est essentiel d'être en vigilance permanente et d'analyser jour par jour tes résultats. Et la digitalisation te permet de faire, c'est terminer le tableau Excel, c'est terminer les calculs à la mano. Aujourd'hui, tu as des outils qui te permettent de piloter ça chaque jour, de regarder ton chiffre d'affaires et de regarder tes points de marge. Et de façon encore plus concrète sur des cartes, par exemple. Oui. Hier, on imprimait les cartes, après on est passé en QR code. Comment on modifie une référence demain matin? Eh ben, avec le QR code, c'est encore beaucoup plus pratique parce que tu n'as pas besoin d'imprimer donc ton menu. Et je prenais tout à l'heure l'exemple du cabillaud qu'on remplace par de l'aigle fin. Si j'ai décidé de changer mon poisson, ma pêche du jour par de l'aigle fin, grâce au QR code, tu as une instantanéité que tu n'avais pas dans le restaurant traditionnel avant. Donc tous ces éléments-là te permettent,
de maintenir une expérience client qui est optimale, de faciliter le travail de tes collaborateurs et de satisfaire ton propriétaire qui te confie la gestion des opérations parce que tu arrives à sortir des résultats qui correspondent au budget qu'on a convenu ensemble. Tu es en train de nous dire qu'on ne va pas revenir en arrière avec la carte classique en papier et que Alors, le QR code va perdurer? Je fais partie de ces adeptes qui aiment encore bien le papier. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on a aussi beaucoup d'enjeux RSE. Donc le papier, ça fait partie aussi de ces questions de est-ce bien nécessaire. Donc non, on ne reviendra probablement pas en arrière parce que c'est aussi des coûts, parce que c'est de l'impression, parce que c'est du temps. Et que quand tu proposes une carte ou un menu sur une carte papier, le délai d'impression, de réception, etc., fait que parfois tu as perdu une semaine, 10 jours, et tu ne peux pas te permettre de perdre 10 jours sur un restaurant en termes de chiffre d'affaires et en termes de marge. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu obtiens comme résultat concrètement? Écoute, le premier résultat, c'est que déjà, on a gardé le même coût matière qu'on avait en 2019, malgré l'augmentation des prix. Mais moi, j'ai envie de parler d'une notion différente, c'est les croyances limitatives. Tu vas voir le rapport. C'est qu'en fait, au tout début de Factory & Co, on fabriquait la boulangerie, la pâtisserie sur place dans le restaurant. Deuxième restaurant, on a... je vois qu'il y a Guy qui est dans la salle. Deuxième restaurant, on ouvre avec tout le matériel pour faire les bagels sur place dans les restaurants. D'accord. Donc, on double les CAPEX, on double le savoir-faire, la transmission de savoir-faire, etc. On s'aperçoit vite que ça ne fonctionne pas, c'est compliqué. Et même à un moment donné, il était question d'ouvrir après des ateliers de fabrication dans chaque grande ville de France pour le déploiement. Pour faire du frais. Parce que moi, je voulais que du frais, je ne voulais pas entendre parler d'autre chose. Le surgelé, pour moi, c'était impensable. Jusqu'au moment où finalement on a fait un atelier central parisien qui envoyait dans un premier temps du cru surgelé. Parce que le cru surgelé, tu pouvais après le remettre en température, le faire pousser, le faire cuire, ça te faisait un produit frais. Puis après le Covid est arrivé, c'est remis en question pendant le Covid, on voyait qu'il y a des différences de qualité entre ce qu'on avait par exemple à Marseille, à Lille, à Strasbourg et à Paris, et parce que c'est très compliqué de transmettre le savoir-faire pour bien suivre les process. Donc on s'est dit, on va tout faire en cuit surgelé. Au final, on a une meilleure qualité qu'au départ quand c'était frais. Et là où je veux en venir, c'est que il nous restait quelques produits comme les muffins qui sont faits sur place dans les restaurants aujourd'hui. Là, on est passé sur du cuit surgelé sur les muffins, ce qui fait que en investissement, en résultat, tu me parlais de résultats, on n'a plus besoin de four dans les restaurants. Donc CAPEX en moins, énergie en moins, masse salariale en moins, 1h30 de travail en jour par mois par restaurant pour remplacer parce qu'on a à l'atelier, à l'usine, par un process quasi industriel, mais qui nous sort le même produit de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que les croyances limitatives peuvent te faire des économies quand tu les casses. C'est tout ce que je voulais dire. En maintenant la qualité, tu as un labo. En augmentant la qualité. Même. En augmentant la qualité, tu centralises dans un labo. Oui. Qui alimente toutes les boutiques. Exactement, on passe par une plateforme et après ça alimente toutes les boutiques. Cuit surgelé. Cuit surgelé de qualité. Pourtant, tu ne voulais pas entendre parler de surgelé. Je ne voulais pas entendre parler de surgelé. Et ça, c'est marrant parce que des fois, on a des idées de reçu. On crée un concept au départ sur une idée, sur une envie, etc. Puis en fait, il faut quand même, mesurer la surqualité qui peut avoir des coûts incroyables. Des fois, on va se dire, on va prendre une viande de race, celle-là, parce que là, elle a une histoire, ça fait bien, c'est marketing. Mais en fait, on peut en prendre une autre qui est un peu moins chère et finalement, tu auras quelque chose d'aussi bon et tu vas faire des économies. Donc en fait, dans la réflexion sur comment améliorer les marges, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas juste augmenter les prix pour le client final, il n'y a pas juste réduire la quantité, il y a aussi une réflexion globale sur ton concept. Brice, tu as d'autres types de résultats très concrets, à part les points de marge que tu nous as expliqué tout à l'heure? Oui, alors des résultats en fait aussi qui ont toujours aussi un impact, même notamment sur la marge, mais c'est par exemple dans les chaînes de restaurants avec lesquelles on travaille, la capacité de pouvoir mener quelques actions qui vont avoir un impact direct sur le coût matière. Je pense par exemple notamment à toute la partie, en tout cas gestion des avoirs. Donc aujourd'hui, c'est une partie qui est encore assez mal gérée. Donc le fait de pouvoir faire ça contrôle la réception, qui est en général assez chronophage, le fait de pouvoir la faire en tout cas beaucoup plus facilement, permet de pouvoir effectuer tout simplement des contrôles en termes de quantité et aussi en termes de prix et de pouvoir tout simplement réclamer son dû auprès du fournisseur. Ça, c'est un levier qui a été mis en place par plusieurs de nos clients et on constate qu'on peut obtenir tout simplement des gains substantiels.
Après, un deuxième point, ça va être notamment le fait de pouvoir analyser aussi ligne à ligne directement la facture fournisseur et la comparer avec simplement une facture théorique. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui permet aussi de pouvoir aller gagner des points de marge directement. Et on a le sujet aussi de la carte avec le menu engineering. Donné que chez Impulse, on a un chaînage complet directement entre la data de vente, donc le prix sur un produit, mais également la fiche technique, qui est liée directement en fait, aux ingrédients de la mercuriale, on peut comme ça simuler, jouer et ajuster ces fiches techniques. Donc voilà aussi un levier qui permet de pouvoir ajuster sa carte, d'aller gagner plus de marge. Et je le rappellerai aussi, c'est toujours l'aspect forecast, en tout cas qui nous aide beaucoup nos clients. Aujourd'hui, comme on est capable de prévoir les tendances dans le futur sur les différents produits, à horizon 2 semaines ou 4 semaines, quand on met ça au regard de la marge, ça permet de développer une sorte de dimension de revenu management qu'on pouvait voir en tout cas dans l'hôtellerie et se dire « Ah, ce produit-là, sur lequel je marche beaucoup, fonctionne un petit peu moins bien. Est-ce que je vais faire une promo et en volume, je vais aller gagner plus de marge ?» Donc voilà des démarches qui peuvent être mises en place, elles sont extrêmement simples par les restaurateurs, à condition d'avoir les outils pour, qui permettent de pouvoir aussi contrer l'inflation et d'aller chercher plus de marge. Toutes ces modifications quotidiennes, mensuelles, Pauline, elles sont vécues comment par le directeur de l'hôtel ou le manager, etc. Et comment ils s'organisent? Parce que c'est nouveau pour eux. J'ai presque envie de les faire monter sur scène parce que j'en ai quelques-uns. Et on les applaudit bien fort, les managers. Il y a tout le groupe Accor qui est là. J'ai un comité de soutien avec quelques-uns de mes directeurs. Comment c'est vécu? Bien, vous allez me dire, hein? Oui, bien, voilà. Oui, bien. En tout cas, ça fait partie de leur quotidien aujourd'hui. On travaille de l'expérience client, mais l'hôtel ne leur appartient pas. Donc, ils sont aussi salariés d'un propriétaire qui tente d'optimiser la valeur de son établissement au maximum. Donc, c'est comme de respirer tous les jours, c'est nécessaire. Donc, piloter l'ensemble de ces KPI est indispensable, qu'ils soient sur la partie hébergement que sur la partie restauration. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, avec le nombre d'outils qu'on a, la facilitation aussi qu'on a avec la plateforme Astor, l'accès facilité à tous ces fournisseurs, l'accompagnement que tu vas avoir chez Accor grâce à toutes les expertises sièges, va diminuer aussi la pénibilité que tu pourrais avoir quand tu n'as pas d'outils, que tu es indépendant et que tu te débrouilles un peu tout seul avec une expertise moins facile d'accès en tout cas, ou une initiative qui est personnelle. Ils sont bien accompagnés, ils ont des outils. Quand il y a une problématique, ils ont des interlocuteurs. Donc on aimerait tous être dans un monde beaucoup plus simple où ça rentre tout seul, on sourit, on fait plaisir aux clients. C'est autogéré et ça arrivera certainement avec des outils d'intelligence artificielle. Pour l'instant, on met à disposition tous les outils pour alléger au maximum les tâches de nos directeurs et surtout enlever ce poids mental que tu peux avoir quand tu as besoin de sortir des marges, que tu vois que tes légumes ont pris 30%, que ton énergie en a pris 30% aussi, etc. Donc chez Accor, au moins, tu as ces leviers d'expertise et d'outils qui te permettent d'enlever cette charge mentale. Ouais. Ouais, ça, c'est côté équipe. Maintenant, côté client-consommateur, tu as des remontées, des remarques? On a plutôt des bonnes remarques. On a des niveaux de RPS qui ont bien augmenté parce qu'on a aussi revu l'expérience client. Post-Covid, on s'est retrouvé avec des taux d'occupation de 8, 10. Les mieux étaient à 14%. Donc, autant te dire que quand tu te retrouves avec 8 clients, tu fais un petit peu attention. Bon là, depuis l'année dernière, le mois de mai, ça y est, c'est reparti. Hein. Tout le monde est revenu. Là où on a eu des grosses difficultés, c'était sur le personnel. Hein. Jonathan doit bien connaître le sujet aussi. Et on a eu beaucoup d'insatisfaction là-dessus. En revanche, il y a eu un vrai enjeu aussi sur le RSE, qui a une prise de conscience l'année dernière et un accompagnement en termes de formation, où on a cherché à faire du plus local, mieux valoriser les producteurs avec qui on travaillait, une meilleure expérience client et chercher des saveurs nouvelles de saison, ce qui nous a permis aussi de travailler une offre un petit peu différente et de nous challenger dans ce qu'on proposait. Donc sur la partie assiette,
dans mon périmètre, je trouve qu'on est constamment dans le mieux et dans l'optimisation et dans les plats frais de saison. Et la poche, comme on la connaissait chez Ibis il y a 15 ans ou 20 ans quand je suis arrivée, enfin 15 ans dans le groupe, les Ibis dans lesquels que je pilote aujourd'hui, on ouvrait une poche, on passe au micro-ondes. Aujourd'hui, j'ai des bars à cocktails avec des vrais mixologues où on va faire travailler des producteurs français. J'ai des restaurants, on fait de la food fraîche, du tapas. C'est hyper satisfaisant et on voit vraiment qu'il y a une tendance sur l'optimisation de cette expérience client. Et donc non, on a eu des difficultés en termes de qualité parce qu'il n'y avait pas le personnel. En termes d'expérience client, je trouve que tous ces enjeux-là nous ont forcé à nous challenger sur des sujets où, par facilité, parce qu'on était en grand groupe, parce que c'était industrialisé, c'était plus simple de le faire. C'est super, la restauration d'hôtel bouge alors. Ouais. Super, ouais. Bravo. Et Jonathan, au niveau de tes équipes, comment c'est vécu tout ça? Les équipes terrain? Oui, ils sont très impliqués, ils sont très contents d'avoir tous les outils qu'on a mis en place aussi dernièrement, les suivis. Ça les implique encore plus et finalement, c'est un cercle vertueux parce que voilà, encore une fois, faire attention à l'énergie, faire attention à tes matières, faire attention à la bonne réalisation des fiches techniques et surtout à faire notre métier, c'est-à-dire la satisfaction client, l'accueil client et la qualité dans l'assiette, c'est toutes ces choses mélangées fait qu'ils sont de plus en plus impliqués et on a finalement moins de turnover. Ça nous permet de mieux garder nos équipes. Et au niveau des consommateurs, tu as des remontées également des clients? On n'a pas eu de remontée négative, en tout cas de l'augmentation des prix qui n'ont pas été dingues. Non, on n'a pas de remontée plus que ça du consommateur. D'accord. Brice, tu peux nous développer un peu plus ce que peut faire d'autres Impulse par rapport à ces problématiques qu'ont les exploitants qui nous expliquent tout ça? Oui, totalement. Alors, comme on parle pas mal du personnel, je pense que l'un des vrais sujets aussi, c'est la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va intégrer en fait un nouveau manager, même peut-être expérimenté, qui a travaillé sur un autre établissement, il faut avoir la capacité en tout cas à lui transmettre, la capacité à lui permettre tout simplement de pouvoir bien piloter justement sa marge. De même, lorsqu'on recrute en fait un nouveau franchisé qui peut être un entrepreneur mais qui n'a pas l'expérience de la restauration, l'un des points les plus crispants en général, c'est passer ses premières commandes. Et on considère qu'il faut 6 mois à 1 an, ça dépend bien sûr des réseaux et de la complexité justement, en tout cas de la mercuriale, il faut 6 mois à 1 an pour bien piloter son coût matière. Ce qu'apporte Impulse, une solution comme la nôtre, c'est vraiment cette sérénité pour les opérateurs qui commencent tout simplement à gérer les commandes et à gérer le coût matière, et un vrai gain de temps, notamment pour la tête de réseau et pour le siège dans la formation des collaborateurs. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous, on apporte à nos clients et qui est extrêmement bénéfique. Je peux me permettre une chose, parce que là, en fait, tu t'adresses à donc Factory & Co. On est un petit groupe, mais on a quand même une vingtaine d'établissements, et Accor qui est très gros. S'il y a des petits restaurateurs dans la salle, ou petits, c'est pas péjoratif, mais qui démarrent en tout cas, sachez qu'il y a des outils, vous pouvez vous rapprocher de centrales d'achat aussi pour pouvoir massifier vos volumes, parce que gérer l'inflation quand tu n'as pas de volume, c'est très compliqué. Je pense que là, c'est un vrai sujet aussi. Donc il y a des centrales d'achat, vous pouvez mutualiser, maximiser vos volumes, et puis améliorer vos marges comme ça. Alors, tu m'as devancé parce que j'allais te dire, il y a des restaurateurs dans la salle, il y en a certains que je connais. Si tu as une suggestion, un conseil à leur donner, ça serait quoi? Eh ben, ça, c'est le premier. Ouais. T'en as pas un autre? Écoutez les conseils de Bernard, il est génial. Non, pas ça, autre chose. Je sais pas. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut... En tout cas, lâchez rien. Si j'ai démarré et que c'est un peu compliqué, il ne faut rien lâcher. Non, gérer l'inflation, contourner la pénurie de personnel, ça devient des chantiers problématiques aujourd'hui. La complexité, quand on a un restaurant ou 2 restaurants, c'est qu'on a la tête dans le guidon. Et qu'il ne faut pas hésiter à prendre un peu de recul pour voir ce qui se passe ailleurs, pour voir comment vous pouvez être accompagné, comment des boîtes comme Impulse peuvent vous aider aussi. Mais c'est important de voir ce qui se passe dehors. Faites-vous du réseau. Venez au Leaders Club par exemple, et on va vous accompagner, mais en tout cas soyez pas seul dans votre cuisine ou derrière votre comptoir. Bah justement, à propos du Leaders Club, tu peux nous dire 2 mots sur le Leaders Club, c'est quoi? Association créée en 1993, à l'époque par Louis Leduf, Daniel Majonchi, Laurent Caro et Christian Picard, qui étaient les gros de l'époque. L'idée du Leaders Club, c'est de se réunir, on va dire 5-6 fois par an pour parler des problématiques qu'on rencontre tous en restauration. Voilà, comme par exemple, ça pouvait être le RSE, le personnel, l'inflation et j'en passe. Et il y a 2 gros événements annuels,
la journée Exchange où on va parler, encore une fois, avec des experts de toutes les problématiques qu'on peut avoir, et surtout les Palmes de la Restauration, qui est un événement annuel où on va récompenser les meilleurs concepts de l'année. Voilà. Très bien. Et c'est une association loi 1901. Voilà, on est juste là pour accompagner. Non lucratif. Absolument non lucrative. D'accord. Voilà. Ok. Pauline, grand groupe, le groupe Accor. Il y a des petits restaurateurs, c'est pas péjoratif une fois de plus. Si tu avais un conseil à leur donner, une suggestion à leur faire. Je vais rejoindre ce qu'a dit Jonathan. Je pense que l'important en fait, moi je m'inspire aussi beaucoup de ces petits, alors c'est pas le bon terme, mais en tout cas de ces restaurateurs. J'incite beaucoup mes directeurs, et ils le savent, là, à aller rencontrer des gens, à aller discuter, à aller se challenger. Et je pense que l'inverse doit être aussi vrai. C'est-à-dire, n'hésitez pas à solliciter des plus grands groupes, aller découvrir des restaurants, aller discuter avec des directeurs, voir les outils qu'ils utilisent, parce que ça va peut-être vous aider à pousser et à vous challenger différemment, à aller solliciter des startups comme Impulse, mais pas que, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez digitaliser, vous accompagner et faciliter votre quotidien. Donc j'ai envie de dire, ça passe par l'échange et aussi les aides, parce qu'il y a de plus en plus, et ce salon il est fait pour ça, hein, il y a des tas de solutions qui peuvent vous aider sur des points très précis ou des points de difficulté ou des irritants que vous pouvez avoir. Donc ne restez pas tout seul. Tout seul, on va vite, mais à plusieurs, on va loin. Donc, et encore une fois, on est très intéressé par un grand groupe comme le nôtre est très intéressé par le côté créatif que peuvent avoir ces nouveaux restaurateurs ou ces gens qui essayent des choses, cette agilité qu'on n'a pas toujours chez nous à Accor, hein, faut bien le reconnaître. Et l'inverse, moi je reçois régulièrement des gens qui tapent à la porte LinkedIn, qui me disent voilà, j'ai envie d'échanger avec vous. C'est possible, et je ne suis pas la seule, hein. On est dans un métier de passion, on est dans un métier de plaisir, donc il ne faut pas hésiter. Et moi, j'ai jamais eu une porte qui s'est fermée au nez de quelqu'un, en tout cas, dans ce métier-là. Brice, tu as aussi également des conseils, sûrement. Oui, alors des conseils. Voilà, moi je pense que, alors là, je vais peut-être pas prêcher pour ma paroisse, mais au-delà, en tout cas, de la solution, pour moi, ce qui prime, c'est la méthode. Dans n'importe quel domaine, que ce soit l'apprentissage, ce qui compte, c'est réellement la méthode. Et je pense qu'on peut avoir en tout cas un maximum d'efficacité en dépensant un minimum d'énergie, en se concentrant sur les bonnes choses. Pour moi, les bonnes choses, c'est quoi? C'est par exemple identifier son top 10 ventes et aller faire par exemple les fiches techniques si on ne les a pas déjà fait et aller les optimiser. C'est tout simplement prendre ses volumes d'achat, prendre les top 10 références fournisseurs et tout simplement faire des inventaires de façon régulière et derrière consulter ses volumes d'achat, pouvoir identifier très rapidement les écarts de conso si on le peut et faire des quick wins. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire même si on n'a pas de solution digitale et qui permettent déjà d'avoir un premier pied à l'étrier et de pouvoir faire des gains substantiels. Voilà, j'ai envie de dire, au-delà de la solution et au-delà du fait de s'équiper, mettez en place des actions hyper simples sur vos fiches techniques, sur vos top 10 références. Donc, toujours, on regarde les plus gros volumes et ça va vous permettre d'avoir le maximum d'impact avant peut-être de venir sur Impulse. Ouais, je savais bien qu'il fallait venir chez toi quand même. Nous sommes arrivés au terme des 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Parce que moi, moi j'aurais plein de questions à leur poser. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Oui. Ah, ne me dites pas que vous avez... Ah, madame. Je vous amène un micro. Bonjour. Chez Impulse, comment vous gérez justement dans les forecasts, la prévision, le fait d'avoir eu le Covid? Parce qu'il n'y a plus de réel. Exactement. Ça, c'est un très bon point. Alors, si on rentre un petit peu dans la technique, le Covid, les grèves, c'est ce qu'on appelle par exemple des outliers. Donc, ce sont des événements exceptionnels qui sont en fait tout simplement flagués. Donc, nous, on a une équipe de 5 data scientists et pour l'ensemble des paramètres un peu impromptus, ils sont traités de façon manuelle, industrialisés et ingérés directement dans l'outil, si bien que dans le passé, lorsqu'on va par exemple avoir une grève, l'outil ne va pas prendre en compte en fait ce jour et va sortir l'outlier de son analyse pour pouvoir faire son forecast. Donc ce sont des choses qui sont totalement prises en compte, mais la réalité c'est que, et d'autant plus dans la resto, il y a beaucoup d'événements qu'on ne peut pas prendre en compte.
typiquement des événements locaux, je ne sais pas moi, des travaux de voirie ou autres. Donc en tout cas dans notre application, on fournit le forecast et on laisse toujours la possibilité au manager ou à l'assistant ou à qui que ce soit de pouvoir ajuster son forecast lui-même à la main. En général, c'est fait dans 5% des cas et dans le reste des situations, on laisse la machine tourner. Autre question? Alors, ce serait toujours pour une question concernant Impulse. Comment vous gérez les cold start quand vous n'avez aucune donnée historique sur un restaurant? Comment on gère les cold start? Je pense que c'est un bon point. On a la possibilité tout simplement de pouvoir ajuster en tout cas au début via un mix manuel, ce qui permet simplement de pouvoir donner une target, de pouvoir avoir derrière une prévision de vente, un volume d'achat, et au bout de quelques jours, en fait, lui, l'outil, avec les premiers taux de prise et les données historiques, va commencer en fait à faire son forecast. Donc au début, c'est manuel, logique, et après l'outil lui prend le relais au bout de quelques jours lorsqu'il a suffisamment de data. Lorsqu'on lance en fait un nouveau point de vente, on va tout simplement, si on est dans un gros réseau, prendre un point de vente similaire, appliquer un petit peu le forecast, et au bout de quelques semaines, on va prendre le relais, enfin l'outil va prendre le relais de façon complètement automatique, sans copier un autre point de vente. C'est comme un enfant, il faut lui apprendre à marcher, puis après c'est automatique. C'est exactement, mais il faut qu'il tombe un petit peu avant. Ça, c'est les premières semaines. Mais après, il est bon. Donc voilà, dans l'idéal, c'est ça. Hein. Il nous faut de la data et idéalement, au bout d'un an de data, on a suffisamment d'historique pour voir quelque chose d'extrêmement précis parce qu'on va avoir les saisonnalités qui sont prises en compte. Donc on sait déjà qu'au bout d'un mois, on arrive à avoir bien sûr de meilleurs forecasts qu'un tout nouveau manager sur le point de vente parce qu'on prend plus d'éléments en compte, bien sûr, que ce manager qui a beaucoup de choses à gérer. Donc même dans le cas en fait d'un lancement de nouveaux points de vente sur un réseau, Impulse est extrêmement efficace et permet de pouvoir bien cadrer la démarche de gestion. Le micro arrive. Regardez, juste là. Big Green, Big Tech. Alors une question pour vous trois en fait. Ah. Est-ce que vous avez également une politique de gestion de vos déchets? Et est-ce que vous êtes capable de valoriser ces déchets? C'est une très bonne question. Je me lance. Nous, en ce qui nous concerne, on a à peu près 99% du parc qui est en centre commercial. Et dans les centres commerciaux, en fait, on n'a pas le choix que de laisser les déchets aller dans les bennes à ordures, etc. Et en fait, on ne peut pas les valoriser parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore le système complètement en place. Donc nous, on ne peut pas valoriser les déchets en tout cas. Alors, chez Accor, évidemment qu'on a une politique de gestion des déchets et de revalorisation. Et on fait aussi appel à des sociétés, et on a un certain nombre de pilotes en place sur des hôtels pour optimiser, faciliter la gestion de tous ces sujets-là avec nos directeurs d'hôtel. Donc c'est une réelle préoccupation, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 2022 a été vraiment un tournant dans le groupe, dans l'engagement RSE et dans l'écologie. Et aujourd'hui, on a des engagements forts auprès de non seulement notre partenaire, mais aussi nos actionnaires sur le sujet. Et on accompagne nos directeurs pour de plus en plus valoriser et optimiser cette gestion-là. Et ça passe par des outils internes, mais pas que, et aussi avec des prestataires externes. En revanche, juste une chose, excuse-moi. Le fait de passer avec la loi AGEC sur de la vraie vaisselle, dans la restauration rapide en tout cas, on divise quasiment par 10 les déchets. Donc ça, c'est juste monstrueux. Ce qui nous permettra même dans le futur d'avoir des locaux poubelles beaucoup plus petits. Je ne savais pas. Et cadeaux. Et concernant les déchets, en tout cas toujours sur la partie co-matière, bien sûr dans Impulse en déclaratif, on peut déclarer ses pertes de produits finis, ses pertes de produits intermédiaires ou ses pertes de produits bruts. Et on va avoir une valorisation directement au sein de l'application, que ce soit en termes d'unités ou en termes monétaires, donc en euros, directement dans la solution. Et on peut ensuite analyser ces pertes directement. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte, étant donné que ça a un impact sur le co-matière et que c'est vraiment nous notre sujet, on gère cette partie-là. À propos de la loi AGEC, oui, on voit la question. Tu parles des bons élèves, parce que le gouvernement a frappé du poing sur la table, parce qu'il y a des mauvais élèves apparemment. Difficile, hein, ça. Non, j'ai juste c'est compliqué à mettre en place, c'est long, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et ça coûte puis, très cher. Des grosses chaînes internationales, il n'y a qu'en France où il y a ça, donc c'est sûr que c'est une autre logique. Bon, ils vont y arriver. Mais c'est sûr que pour l'instant, dans les grosses chaînes, je ne citerai pas le nom, c'est très compliqué. Et puis il y a énormément de vols. Donc ça coûte très cher.
Donc ça, c'est compliqué. Et ça, c'est pas du déchet, c'est de la perte sèche. Bonjour. Monsieur Jablonski, quand vous avez dit que vous avez gardé le même coût matière en 2019 et aujourd'hui, j'ai bien compris que vous avez externalisé et centralisé la production pour diffuser en réseau, mais concrètement, les coûts des matières premières ont augmenté. Donc, comment vous avez fait? Parce qu'en 2019, on n'avait pas forcément une politique d'achat très serrée. On s'y est mis évidemment quand les prix ont augmenté. On a fait appel à un consultant extérieur qui est très dur sur les achats, qui nous a aidés, qui nous a appris. Et donc on a gagné des points de marge là-dessus. D'un autre côté, on a un petit peu augmenté les prix. Et l'un dans l'autre fait qu'on a quasiment gardé les mêmes rentabilités. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une question pour Accor et Factory & Co. qui est, vous nous avez beaucoup parlé d'outils. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des outils pour utiliser justement le forecast et limiter le gaspillage que vous utilisez activement? Tu veux y aller? Vas-y. Alors, nous, on n'utilise pas Impulse, parce que je ne connaissais pas avant ce matin. C'est génial, ça a l'air très sympa. On est en train de regarder une solution, effectivement, qui fait plus ou moins la même chose avec de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te donner de résultats garantis sur le passé. Par contre, c'est en train d'être mis en place et c'est à venir. Chez Accor, il doit y avoir un peu d'avance là-dessus, par contre. Enfin, j'espère. Alors, chez Accor, on a effectivement un outil qu'on est en train de développer en interne et qui fonctionne un petit peu comme Impulse. Voilà, donc c'est bien évidemment un sujet de préoccupation et voilà, ce qu'a évoqué tout à l'heure Brice dans le fonctionnement, un groupe comme le nôtre est très intéressé parce que vu le volume, le nombre de restaurants, il y a un gros gain et une grosse maîtrise qui va passer par l'utilisation de ce outils. Mais effectivement, on a une solution en interne. Merci pour la conférence. J'ai compris en gros qu'il y a deux grands axes qui nous permettent de travailler l'inflation. Passer par des plateformes d'achat pour optimiser, avoir un effet de masse, ou mieux travailler notre appro en utilisant des outils comme Impulse. Est-ce qu'on peut arriver à faire fromage et dessert? Impulse, vous arrivez à vous connecter sur Astor par exemple, pour qu'on puisse utiliser les deux leviers? Alors aujourd'hui, nous, on n'est pas connecté à Astor, mais on travaille en fait directement avec des fournisseurs qui réalisent des prestations logistiques, aussi de massification des achats pour le compte de nos clients, et on est connecté directement en fait avec ces fournisseurs. Donc on peut avoir les deux. Et inversement, la plateforme Astor, elle est bien évidemment utilisée par tous nos franchisés et nos managers, mais il y a aussi un enjeu pour le groupe de continuer à valoriser et à chercher de nouveaux volumes. Donc on s'adresse aussi à des plus petits groupes d'hôtels qui seraient intéressés par se raccrocher sur la plateforme Astor. Alors on ne travaille pas avec nos grands concurrents, à eux de se débrouiller de leur côté, mais en tout cas des petits réseaux d'hôtels ou de restaurants peuvent s'adresser aux experts Astor pour bénéficier des négociations qui sont faites en centrale par le département du procurement. Autre question? Bonjour et merci beaucoup pour la conférence. Un des problèmes que moi je vais avoir aujourd'hui en tant que chef, ça va être de communiquer beaucoup sur les fiches techniques, même si je l'ai fait, je ne travaille pas toujours avec des gens qui parlent français. J'essaye de beaucoup les imager. Je voulais savoir, notamment pour Impulse, si avec des outils comme le vôtre, et grâce à l'IA, on pouvait espérer avoir une fiche technique qui se transforme de mots en images pour pouvoir la communiquer à toutes les personnes de l'entreprise et pas uniquement au chef ou au second qui doit ensuite à chaque fois retranscrire verbalement dans une langue qui est plus ou moins comprise par tout le monde. Oui, alors j'aimerais, mais aujourd'hui, oui, bien sûr, les fiches techniques sont intégrées, mais on pourra en parler après, hein, si tu le souhaites. Non, aujourd'hui, non, on va pouvoir entrer directement, bien sûr, la fiche technique dans Impulse, des étapes de préparation, mais on n'a pas, on va dire, une sorte de matrice de conversion automatique qui va permettre de faire passer le texte à tout simplement une expression compréhensible
par toute personne, quelle que soit sa langue. Donc on n'a pas encore ce genre de module. Par contre, nous, on a une solution SaaS qui évolue en permanence grâce au retour de ses clients et aussi de ses prospects. Donc je communiquerai en tout cas le besoin directement à l'équipe produit quand je retournerai au bureau tout à l'heure. Merci. Une dernière question, parce qu'il va falloir qu'on rende la salle, malheureusement, à la conférence suivante. Bien, je vais remercier mes 3 invités. Merci Pauline, merci Brice. Merci Bernard. Merci à tous. Merci à tous. Et à bientôt pour d'autres aventures. Ne les laissez pas sortir. Posez-leur leurs questions, ils ne sont pas sortis de la salle. Allez-y.